Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'ambassadeur de Chine en France a tenu une conférence de presse. Tension toujours, à l'ONU, les États-Unis et la Chine s'affrontent dans un climat de nouvelle guerre froide qui menace la planète en pleine épidémie. Annonce surprise, pour la première fois, la Chine s'engage à la neutralité carbone d'ici 2060. Santé, en Chine, la pollution de l'air aurait provoqué des millions de morts prématurées. Première usine Huawei hors de Chine, l'usine du groupe de télécom chinois ouvrira en France. Et pour finir ce journal, House of Cardin, l'élogieux documentaire sur le célèbre couturier visionnaire Pierre Cardin est sorti mercredi dans les salles. Mandarin TV était présent à l'avant-première de ce documentaire fascinant. Mardi, à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Lu Shaye, l'ambassadeur de Chine en France, a tenu une conférence de presse à l'ambassade. Une vingtaine de médias français et chinois y ont participé, dont notre équipe Mandarin TV. Le 22 septembre 2020, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a tenu une conférence de presse à l'ambassade à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Une vingtaine de médias français et chinois y ont participé. Les comptes Facebook et Twitter de l'ambassade de Chine en France ont retransmis en direct la conférence de presse. L'ambassadeur de Chine en France a présenté les réalisations de la Chine durant cette année qu'il a qualifiée de hors du commun dans l'histoire du développement de la Chine en raison de la Covid-19. Il a indiqué que l'éradication de la pauvreté absolue en Chine et l'édification d'une société de moyenne aisance a été la mission la plus importante du pays. La réduction de la pauvreté en Chine a contribué à réduire de plus de 70% la pauvreté dans le monde. Concernant l'économie de la Chine, il a déclaré qu'elle avait affiché une forte dynamique de reprise malgré l'épidémie, avec une croissance de 3,2% en deuxième trimestre, devenant ainsi le premier pays à renouer avec la croissance. D'après un sondage, 99,1% des entreprises étrangères installées en Chine ont l'intention de poursuivre leur développement dans le pays et d'y investir, a-t-il ajouté. En termes d'innovation, la Chine s'est hissée à la 14e place dans le classement de l'indice mondial de l'innovation 2020. L'ambassadeur Lu Shaye a indiqué que la Chine a effectué le plus grand nombre de lancements spatiaux au monde durant 2 années consécutives. Il a évoqué le système mondial de navigation par satellite de la Chine, ainsi que la construction du plus grand réseau haut débit 5G au monde et l'impressionnante infrastructure de son réseau de chemin de fer. Il a ajouté que la Chine considère l'ouverture sur l'extérieur comme une politique fondamentale et qu'elle raccourcira davantage la liste négative d'accès au marché et assouplira encore plus les conditions d'accès au marché chinois. Les relations sino-françaises figurent parmi les relations les plus stables entre grands pays dans le monde et les deux pays ont affiché une coordination stratégique de haut niveau dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, a annoncé l'ambassadeur de Chine en France. Il a noté que les échanges humains entre la Chine et la France ont redémarré rapidement dans l'après-Covid-19. Il a précisé que pour la prochaine étape, la Chine et la France devront se concentrer sur 3 domaines prioritaires de coopération, à savoir le renforcement de la coopération contre l'épidémie, la promotion de la coopération économique et commerciale et la préservation du multilatéralisme. Cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Dans un contexte international tumultueux, la Chine et l'Europe ont besoin l'une de l'autre, a déclaré Lu Shaye. L'ambassadeur de Chine. Les tensions s'accentuent entre les deux plus grandes puissances mondiales. Les États-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi Jinping se sont vivement affrontés mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Dans une ambiance de nouvelle guerre froide, ils ont étalé leur division sur le climat et le coronavirus. Cette grande messe diplomatique annuelle s'est déroulée en virtuel en raison de la crise sanitaire. Le président américain Donald Trump, à l'ouverture de l'événement, a lancé que les Nations Unies doivent tenir la Chine pour responsable de ses actes au début de la Covid-19. Il a accusé l'Empire du Milieu d'avoir laissé le virus chinois infecter le monde. Une formule qui suscite les foudres de la Chine. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré qu'il n'existait pas de preuves de transmission humaine. Lors d'un discours, le président chinois Xi Jinping a souligné que la Chine n'avait pas l'intention d'entrer dans une guerre froide. Sans citer Washington, il a mis en garde contre le piège d'un choc des civilisations, appelant à ne pas politiser la lutte contre le coronavirus. Son ambassadeur à l'ONU
l'ONU, Zhang Jun s'est ensuite chargé de rejeter sèchement les accusations infondées de Donald Trump. Au moment où la communauté internationale se bat vraiment durement contre la Covid-19, les États-Unis propagent un virus politique ici à l'Assemblée générale, a-t-il déclaré à des médias. Il a ajouté que si quelqu'un doit être tenu pour responsable, ce sont les États-Unis pour avoir perdu tant de vies avec leur attitude irresponsable, alors que le bilan de la maladie a atteint mardi les 200 000 morts aux USA. L'affrontement entre les deux plus grandes puissances mondiales s'est poursuivi sur le terrain climatique. Connu pour son climato-scepticisme, Donald Trump a critiqué ceux qui attaquent le bilan environnemental exceptionnel de l'Amérique, tout en fermant les yeux sur la pollution endémique de la Chine. Réponse cinglante de l'ambassadeur chinois: les États-Unis devraient être les derniers à s'exprimer au sujet du changement climatique. Ce sont eux qui sont sortis de l'accord de Paris. Face à des relations internationales électriques, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait lancé en début de séance un avertissement inquiet contre une grande fracture entre les deux plus grandes économies. Le monde doit tout faire pour éviter une nouvelle guerre froide, a-t-il martelé. Le président français Emmanuel Macron a fait écho en expliquant que le monde ne peut pas se résumer à la rivalité entre la Chine et les États-Unis et que nous ne sommes pas collectivement condamnés à un pas de deux qui en quelque sorte nous réduirait à n'être que les spectateurs désolés d'une impuissance collective. Emmanuel Macron a en particulier appelé l'Europe à prendre toute sa part de responsabilité et à ne pas se dérober. Toujours mardi à l'Assemblée générale de l'ONU, le président chinois Xi Jinping, dans un discours, a annoncé que la Chine s'engage à la neutralité carbone à l'horizon 2060. C'est une première, cette décision renforce l'accord de Paris sur le climat et accentue le contraste avec l'attitude de retrait climatique des États-Unis sous Donald Trump. L'annonce surprise a été faite par le président chinois Xi Jinping dans un discours à l'Assemblée nationale de l'ONU qui s'est tenu de façon virtuelle cette année. Il a déclaré que la Chine a comme objectif de commencer à faire baisser les émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Beijing va accroître ses engagements climatiques dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, a-t-il précisé. Ces engagements sont librement fixés par chaque pays signataire, mais il les engage et ils sont censés être régulièrement revus à la hausse. Le prochain cycle de relèvement est jugé crucial pour infléchir réellement la courbe mondiale des émissions de carbone et limiter le réchauffement de la planète. La Chine était déjà largement sur la bonne trajectoire pour faire plafonner ses émissions avant 2030. L'objectif de 2060 est moins ambitieux que la date de 2050, adoptée par des dizaines de petits pays et quelques grands, dont ceux de l'Union européenne. Il a néanmoins été salué par plusieurs experts comme un pas majeur pour redonner de la vie à l'accord de Paris. Dans son propre message à l'ONU, le président américain a accusé la Chine de jeter des millions de tonnes de plastique et de déchets dans les océans et d'autres violations environnementales. Et il s'est vanté que les émissions de CO2 américaines se soient réduites l'an dernier. Donald Trump, en retirant son pays de l'accord et en démolissant plusieurs piliers du plan climatique de Barack Obama, a considérablement ralenti les progrès des États-Unis. Toujours dans le domaine de l'écologie et du développement durable, les groupes et filiales Total, Eren Industries et Aden créent une co-entreprise chargée de proposer des services dans l'énergie renouvelable en Chine. Le marché de la transition énergétique en Chine est estimé à 1 000 milliards de dollars, soit environ 854 milliards d'euros. Total place ses pions en vue de profiter de l'essor attendu du marché de l'énergie verte et de la transition climatique en Chine. Aden, gestionnaire d'installations énergétiques, et deux filiales du groupe Eren, dont l'une détenue à 23% par le géant pétrolier tricolore, fondent la co-entreprise Terra Energies, chargée de proposer des services dans le renouvelable en Chine. Basée à Shanghai, l'entreprise se consacrera au développement de solutions durables et innovantes en matière d'efficacité énergétique pour les secteurs commerciaux, industriels et publics en Chine et participera ainsi activement à la transition énergétique bas carbone du pays, détaille le communiqué. Total Eren apportera son expérience de producteur indépendant d'électricité d'envergure internationale et son expertise dans les systèmes éoliens, solaires, photovoltaïques et hybrides. Eren Industries propose, elle, à ses clients des solutions pour l'optimisation de la consommation énergétique et le financement des projets de réduction de l'empreinte carbone. Enfin, Aden Group est présent en Asie depuis plus de 20 ans et gère le réseau d'installation de 80 villes chinoises. Ces 10 dernières années, la Chine a multiplié les efforts autour de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le pays s'est aussi fixé des objectifs ambitieux pour accroître la part des énergies renouvelables. La Chine, en particulier, a connu une évolution rapide d'un système de grandes centrales électriques
vers une production d'électricité décentralisée et multidirectionnelle. François Amann, cofondateur et coprésident d'Aden Group, relève que nous sommes à un moment où toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler en Asie avec la gestion des actifs, gestion des bâtiments, production et optimisation de l'énergie. Joachim Poilo, le président, estime à 1000 milliards de dollars, soit 854 milliards d'euros, le marché de la transition énergétique en Chine. L'Himalaya est un véritable théâtre de conflits militaires. La frontière entre la Chine et l'Inde dans cette région n'étant pas clairement délimitée, les deux puissances nucléaires revendiquent leur territoire souvent par la force. La Chine, pour se défendre, vient de déployer des navires d'attaque rapides sur le lac Pengongzhou, situé dans la région de Ladakh. L'armée chinoise vient de déployer 6 navires d'attaque rapide pouvant transporter des troupes sur le lac Pangongzhou, une étendue d'eau à l'importance stratégique majeure puisqu'elle se situe dans la région du Ladakh, territoire que revendiquent les deux géants asiatiques. L'arrivée des navires chinois sur place a donc accentué les tensions diplomatiques entre les deux puissances nucléaires. En juin dernier, la région du Ladakh avait été le théâtre d'un incident entre les deux pays. Des soldats des armées chinoises et indiennes s'étaient alors affrontés au corps à corps. À l'origine du conflit, une patrouille indienne qui avait provoqué les foudres des soldats chinois en les chassant de leur campement situé près de la frontière disputée. Les combats avaient notamment provoqué 20 morts côté indien et un nombre inconnu de victimes côté chinois. Même circonscrite à un faible nombre de soldats, cette confrontation meurtrière entre les deux États était néanmoins une première en 45 ans. Depuis, New Delhi et Beijing se renvoient la responsabilité des affrontements et refusent d'abandonner leur ambition territoriale sur le Ladakh. Face à cette impasse diplomatique, la Chine a décidé de renforcer sa présence militaire dans la région avec des bateaux type 928D. Selon le site Naval News, ce sont des navires légers pouvant transporter une dizaine de soldats chacun. Capables d'atteindre une vitesse de 75 km/h, ces engins embarquent également des mitrailleuses lourdes et un lance-grenade pour mener l'assaut en mer ou près d'un rivage. De son côté, le gouvernement indien a déployé ses Rafales fraîchement acquis à la France dans la région. Le ministre indien de la Défense a déclaré à l'AFP que les Rafales changent la donne pour la sécurité nationale indienne. Consciente de son potentiel militaire inférieur à celui de la Chine, New Delhi espère que les dépenses consenties pour l'achat des avions de combat de l'industriel Dassault lui permettront de combler une partie de son retard. La pollution de l'air en Chine aurait provoqué la mort prématurée de 30,8 millions d'adultes depuis les années 2000. C'est la conclusion d'une étude parue lundi dans Proceedings of the National Academy of Science. Cette nouvelle étude vient confirmer les effets nocifs de la pollution atmosphérique. La pollution de l'air en Chine aurait provoqué la mort prématurée de 30,8 millions d'adultes depuis 2020. C'est la conclusion d'une étude parue le 21 septembre dans PNAS. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les données acquises par satellite de 2000 à 2016 pour évaluer la quantité d'air pollué par des particules de moins de 2,5 microns de diamètre au-dessus de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan. Ils ont combiné ces informations à d'autres, notamment récoltées par des stations de mesure au sol et à des données météorologiques. Ces renseignements ont été soumis à un algorithme utilisant l'apprentissage automatique qui a été capable de prédire l'exposition aux particules de moins de 2,5 microns de diamètre sur cette période de 17 ans. Jusqu'à présent, ce genre d'études établissant un lien entre pollution de l'air et mort prématurée était réalisé à partir des données acquises au sol. Yang Liu, qui a participé à l'étude parue dans PNAS, assure que l'avantage de l'imagerie satellitaire pour déterminer les niveaux de particules de moins de 2,5 microns de diamètre est qu'elle est plus complète et qu'elle fournit également une estimation de la pollution atmosphérique historique. Invité sur BFM Business, Jean-Marie Le Guen, membre du conseil d'administration de Huawei France, a affirmé que Huawei a bien pour volonté d'ouvrir une usine de production sur le sol français. Ce sera la première usine du groupe de télécom chinois en dehors de Chine. Ce sera la première usine Huawei hors de Chine et elle sera en France. Voilà ce qu'a déclaré ce mardi Jean-Marie Le Guen, membre du conseil d'administration de Huawei France. Invité sur BFM Business, il a affirmé que le groupe de télécom chinois a bien pour volonté d'ouvrir une usine de production sur le sol français. Ce sera la première usine du groupe en dehors de Chine. Il a ajouté qu'il pense que ce sera annoncé dans les semaines ou les mois qui viennent. Il a ajouté que le groupe va passer d'entreprise mondiale à des sujets d'entreprise multinationales et le but de Huawei, c'est d'être français en France, européen en Europe, comme LVMH qui essaye d'être chinois en Chine.
Avec 500 emplois à la clé, l'usine produira des antennes pour la 4G et la 5G et espère ainsi générer 1 milliard d'euros par an sur tout le continent. En février dernier, le groupe avait aussi annoncé qu'il fera travailler des sous-traitants français, ST Micro, Sodexo, Bolloré Logistique. Un documentaire captivant franco-américain est sorti mercredi. Il raconte le parcours de Pierre Cardin, surnommé le dernier empereur de la mode, aujourd'hui âgé de 98 ans. Le couturier s'est notamment implanté en Chine en 1978, devenant l'un des premiers investisseurs étrangers sur le marché chinois. Il est aussi connu pour avoir organisé un défilé sur la Grande Muraille de Chine. Mandarin TV a assisté à l'avant-première de ce documentaire passionnant. Avec près de 70 ans de carrière, Pierre Cardin a construit un empire à travers le monde entier. L'avant-première du film documentaire House of Cardin s'est tenue lundi 21 septembre au soir au Théâtre du Châtelet à Paris, en présence de nombreuses célébrités et amis du dernier empereur comme le monde de la mode et du design le surnomme. Le documentaire réalisé par Todd Hughes et David Ebersol met l'accent sur les axes essentiels qui ont constitué la réussite du légendaire couturier. Il a eu toute sa vie un coup d'avance dans tout ce qu'il a entrepris avec une vision, souvent futuriste, dans les lignes et a bousculé le design. Le créateur lui-même se raconte entre inspiration et anecdote. À ses côtés, les témoignages de personnalités telles que Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier, Philippe Stark, Sharon Stone, Alice Cooper, Jean-Michel Jarre, Guo-Bei ou encore Kenzo Takada. Dans le documentaire, la créatrice chinoise Guo-Bei a salué les défilés de mode de Pierre Cardin pour avoir brisé les frontières de l'industrie en y intégrant des éléments culturels. La créatrice chinoise a confié que presque tous les Chinois connaissent Pierre Cardin. On y apprend qu'en 1978, créateur et homme d'action avant tout, il est le premier Français à s'implanter en Chine communiste, bien avant l'ouverture au libéralisme. Un an plus tard, il présente une collection hommes et femmes à Pékin et à Shanghai. C'est le début d'une longue histoire entre Pierre Cardin et les Chinois. En 2018, à l'occasion du 40e anniversaire de la présence de Pierre Cardin en Chine, la maison de couture a fêté l'événement d'une manière exclusive. Elle a choisi pour son défilé le site grandiose de la Grande Muraille. Pierre Cardin adore la Chine et s'y est rendu près de 40 fois. Oui, c'est un ami, c'est lui qui m'a donné mon premier prix, le premier prix de musique à l'Espace Cardin quand j'avais 18 ans. Et je dois dire que c'est un immense personnage qui a absolument révolutionné toute l'idée de la mode. Et c'est drôle, il avait imaginé un futur en 2020, absolument des gens presque comme des créatures de Star Trek. C'est pas tout à fait le cas, mais ça va venir. Et c'est un immense créateur d'une modestie, d'une timidité, d'un retrait extraordinaire et qui a influencé la terre entière. J'ai une grande admiration pour Pierre Cardin depuis très longtemps, sa mode, son mobilier, le personnage, tout ce qu'il a inventé. C'est lui qui m'a ouvert la porte de la liberté. C'est-à-dire que je n'avais pas fait d'école. Il a choisi, je lui ai envoyé mes croquis. Il a reçu mes croquis. Il m'a demandé de venir. J'étais encore au lycée. Et il m'a fait confiance comme ça. Et après, j'ai vu dans sa façon de travailler que tout était permis. Il fallait oser tout. Il fallait être libre. Voilà, c'est lui que je trouve c'est lui qui m'a donné les portes de la liberté. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur mandarintv.fr. Excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.